De même qu'on avait mécanisé savoir-faire, on est en train de mécaniser savoir-penser, si vous voulez. Et à mon avis, vraiment un terme idéologique qui veut dire le contraire de ce qu'il fait. C'est-à-dire que la singularité technologique, en fait, c'est l'élimination des singularités idiomatiques, des singularités culturelles. Donc, on a un dispositif numérique qui ne vient pas automatiser des comportements individuels, mais qui constitue un support de savoir collectif. Ça, c'est très important. Ils n'ont que le pouvoir que nous leur laissons. Je m'appelle Anna Lombert, je suis maître de conférence en philosophie contemporaine à l'université Paris 8. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse de philosophie sur les pensées de Jacques Derrida, Gilbert Simondon et Bernard Stiegler, avec qui j'ai beaucoup travaillé par ailleurs. Et puis, plus récemment, j'ai publié donc 2 ouvrages. Un premier ouvrage qui s'intitule Schizophrénie numérique et un deuxième ouvrage qui s'intitule Le capital que je ne suis pas. Le premier est publié aux éditions Alia et le second aux éditions Fayard. Et le second est coécrit avec Gaël Giraud. Et dans ces 2 ouvrages, je me suis vraiment intéressée aux enjeux psychiques, sociaux et politiques des technologies numériques. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur cette notion d'intelligence artificielle précisément pour essayer de la déconstruire, en fait, parce que je pense que c'est une notion problématique. Et effectivement, si on veut la déconstruire, il faut commencer par comprendre déjà d'où elle vient. Elle émerge, en fait, cette notion en 1956, donc chez un ensemble de chercheurs, on va dire, qui lancent le programme de Dartmouth, qui est un programme de recherche. Donc, ce sont des informaticiens, des gens qui travaillent aussi dans les sciences cognitives et qui ont pour idée, disons, de simuler le fonctionnement, ce qu'ils considèrent comme le fonctionnement de l'esprit dans des machines. Bon, et donc ils vont parler d'intelligence artificielle au sens où ils imaginent qu'il y a quelque chose comme la pensée ou la cognition qui peut être réduite à un certain nombre d'opérations logiques et que ces opérations logiques, on peut le dire comme ça, peuvent être implémentées ensuite dans des machines électroniques. Et donc l'idée sous-jacente, donc il y a 2 courants dans l'intelligence artificielle, ça il faut le préciser quand même, l'intelligence artificielle symbolique, l'intelligence artificielle connexionniste, je vais pas y revenir, mais disons que ces 2 courants, le premier va chercher plutôt à imiter artificiellement la pensée, le second à imiter artificiellement le cerveau. Mais dans les 2 cas, si vous voulez, on a une sorte d'analogie entre la pensée et la machine, ou le cerveau et la machine, qui en fait ne va pas du tout de soi, évidemment, parce que elle se fonde, cette analogie, en fait, elle est très problématique parce que, disons qu'elle est circulaire, c'est-à-dire qu'au début, on prétend imiter mécaniquement l'intelligence, ou imiter mécaniquement le cerveau, et puis ensuite, on va proposer d'utiliser ces modèles mécaniques ou algorithmiques, puis électroniques, de la pensée ou du cerveau, pour expliquer en retour la pensée et le cerveau. Vous voyez, donc il y a une sorte de circularité du modèle, alors même que ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est on est en train tout simplement de mécaniser les activités intellectuelles, en fait, les activités de l'esprit. De même que on avait mécanisé les activités gestuelles, voilà. De même qu'on avait mécanisé savoir-faire, on est en train de mécaniser savoir-penser, si vous voulez. Donc, ce qui se joue en réalité, c'est un processus d'automatisation. C'est là-dessus que moi j'insiste beaucoup. C'est pour ça que je propose de ne pas parler d'intelligence artificielle, mais de parler d'automate computationnel ou d'automate numérique, parce qu'on a affaire à un nouveau processus d'automatisation, et c'est cela qu'il faut interroger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se demander si on va bientôt voir apparaître une conscience algorithmique ou une super intelligence ou une intelligence artificielle générale ou je ne sais quoi, ou des capacités émergentes, émotionnelles, etc., qui apparaîtraient comme ça dans des circuits électroniques. Non, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est de savoir quels sont les enjeux de ce nouveau processus d'automatisation inédit, qui est un processus d'automatisation des savoirs-pensés et des capacités mentales, psychiques, intellectuelles. Voilà. Alors, il y a 2 choses
que j'essaye de montrer dans les 2 livres que j'ai mentionnés au début. Alors, la première chose, en fait, notamment dans le livre coécrit avec Gaël Giraud, on revient un petit peu sur les origines, effectivement, des sciences cognitives et du néolibéralisme pour montrer qu'elles ont tout à voir, ces origines. En fait, donc Hayek, qui est évidemment un grand théoricien du néolibéralisme, avait aussi écrit un livre de psychologie cognitive qui a inspiré Rosenblatt, qui est l'un des, on va dire, l'inventeur d'un des premiers modèles de réseaux de neurones, en fait, des réseaux de neurones formels qui sont aujourd'hui les technologies qui permettent aux intelligences artificielles génératives de fonctionner, même si ce ne sont plus du tout les mêmes réseaux de neurones, hein, puisqu'aujourd'hui on a affaire à des réseaux de neurones multicouches qui sont beaucoup plus complexes, etc. Mais disons, voilà. Par ailleurs, il y a une autre figure aussi qui nous intéresse beaucoup, qui est celle de Herbert Simon, qui est à la fois, on va dire, un grand théoricien de l'intelligence artificielle et puis un grand théoricien de l'économie comportementale. Et donc là aussi, on voit très bien les liens, en fait, entre d'un côté un champ de recherche technoscientifique et puis de l'autre un champ de recherche économique et politique, en fait. Et puis, bon, je ne vais pas répéter tout le livre, mais enfin, on étudie un certain nombre de figures comme ça qui montrent cette sorte on va dire, d'articulation entre ces 2 champs. Et effectivement, il y a une raison d'être à cette articulation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mécanisé la pensée, si je puis dire, c'est beaucoup plus facile de la contrôler, en quelque sorte. Et c'est là où les notions de psychopouvoir ou de neuropouvoir deviennent très intéressantes. Ces notions, elles me viennent des travaux de Bernard Stiegler sur ces questions, qui a relu les travaux de Foucault sur le biopouvoir et qui a inventé, développé de nouveaux concepts comme le psychopouvoir et le neuropouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? Ça veut dire un pouvoir qui ne s'exerce plus seulement sur les corps ou sur la vie des populations, mais aussi et surtout peut-être sur les âmes, sur les esprits, sur les psychés, quoi. C'est le psychopouvoir. Et le neuropouvoir, lui, il s'exerce carrément, si je puis dire, sur les cerveaux, en fait, hein, sur les processus cérébraux. Je vais y revenir. Et donc, en fait, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de technologies numériques qu'on peut appeler les technologies persuasives, parce qu'elles sont appelées comme ça par leurs concepteurs. Le terme de technologie persuasive, en fait, c'est le titre d'un ouvrage d'un chercheur qui s'appelle Benjamin Fogg, qui était directeur du laboratoire de design comportemental à l'université de Stanford, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, en tout cas une université de la Silicon Valley, et qui pratiquait dans cette université, dans ce laboratoire de design comportemental, ce qu'on appelle la captologie. Et la captologie, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de disciplines, donc la psychologie cognitive, la psychologie comportementale, les sciences cognitives, les neurosciences, le design, l'informatique, l'algorithmique, qui sont agencées ensemble dans le but de produire, de développer des technologies persuasives, justement, qui vont pouvoir avoir un effet sur les processus cérébraux des individus qui les utilisent pour orienter leur pensée et leur conduite. Par exemple, je ne sais pas, mais vous savez, ça a été beaucoup documenté ces derniers temps, le fait que quand on utilise certaines technologies numériques, certains réseaux sociaux commerciaux qui fonctionnent sur la base de la quantification des vues, par exemple, cela renforce la sécrétion de dopamine dans notre cerveau, donc d'un neurotransmetteur qui est associé à la sensation de plaisir. Et donc, nous allons, quand on a plus de vues, eh bien, évidemment, on est content, donc on va avoir envie de revenir sur le réseau. Et grâce à cela, les entreprises qui possèdent le réseau vont capter notre attention et vont nous maintenir connectés d'une certaine manière. Et donc, la quantification des vues, c'est juste un exemple de toutes les technologies persuasives qui existent. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la technique du défilement infini aussi, qui vous permet de faire défiler à l'infini des vidéos et de ne jamais avoir à changer de page. C'est une technique qui a aussi été développée pour capter votre attention, pour que vous restiez connecté plus longtemps. Et toutes ces technologies, en fait, elles ont été savamment réfléchies, conceptualisées, etc., avant d'être développées par ces laboratoires de recherche qui ont de nombreux financements et avant d'être évidemment lancées sur le marché.
Donc, tout ça pour dire, je me suis un peu perdue, mais que par l'intermédiaire de ces technologies persuasives, en fait, un nouveau type de pouvoir s'exerce directement en provoquant, si je puis dire, directement certains processus cérébraux et en stimulant des comportements réflexes, en fait. Donc, ce neuropouvoir, c'est ça qui est important aussi de bien avoir en tête, c'est qu'il ne s'adresse plus à des sujets réflexifs par l'intermédiaire d'une loi qui serait publiée, à laquelle on devrait obéir ou bien à laquelle on pourrait résister, mais il va s'adresser en fait à des individus qui sont considérés comme des agents réflexes qui doivent simplement répondre à des stimuli de manière presque automatique, si je puis dire. Hein. Donc c'est vraiment voilà, une nouvelle forme de pouvoir qui bien sûr va se combiner avec les formes précédentes. Hein. Voilà. C'est vraiment cette idée selon laquelle, au lieu de gouverner, si je puis dire, les comportements par l'intermédiaire d'une loi publique, on va influencer les comportements de manière un peu subreptice à travers les environnements des individus. Et là, en l'occurrence, leurs environnements numériques. Et on va les inciter à agir de telle ou telle manière ou à se comporter de telle ou telle manière grâce à toutes sortes de techniques environnementales, on pourrait dire. Bon. Par exemple, on avait eu l'exemple lors des élections américaines en 2016 de l'affaire Facebook Cambridge Analytica, dont vous avez dû entendre parler à de multiples reprises, affaire donc, qui avait créé un scandale, puisque on avait appris que l'entreprise Facebook, par l'intermédiaire de l'entreprise Cambridge Analytica, collectait des données sur des individus et qu'ensuite ces individus étaient ciblés par des contenus politiques qui étaient censés influencer en fait leurs comportements électoraux, tout simplement. Donc là, on avait cette fois-ci un but plus explicitement politique, si je puis dire. Donc moi, les deux objectifs que je vois, ce serait cela, ou bien stimuler les pulsions d'une certaine manière des consommateurs, ou bien orienter les comportements politiques des individus. Je pense qu'on peut dire qu'à certains égards, il y a un fonctionnement mimétique de ces technologies, en tout cas des réseaux sociaux commerciaux, puisqu'effectivement, les mécanismes de recommandation algorithmique qui sont derrière, donc la recommandation algorithmique, c'est tout simplement le fait qu'on va vous recommander en permanence des contenus, qu'il y a certains contenus que vous allez voir parce qu'ils apparaissent sur la page de votre réseau, d'autres que vous ne verrez jamais parce qu'ils n'apparaissent pas, tout simplement. Il y a des algorithmes, en fait, qui font ce tri. Et donc, ces algorithmes de recommandation, en général, sont fondés sur des logiques mimétiques, c'est-à-dire qu'on vous recommande ce que ceux qui ont regardé les mêmes choses que vous ont aimé. Voilà, donc vous êtes tous censés aimer la même chose que ceux que votre voisin a aimé si vous avez déjà aimé la même chose avant. Donc d'une certaine manière, il y a une logique mimétique qui se met en place de cette manière-là. Et effectivement, il se trouve que il y a une théorie du désir mimétique qui a été formalisée, on peut dire, élaborée par René Girard, qui est un anthropologue, qui enseignait à l'université de Stanford, et Peter Thiel, qui est donc qui est le fondateur avec Elon Musk de PayPal, et puis qui a été l'un des premiers à avoir investi dans Facebook, qui est par ailleurs une figure très importante de la Silicon Valley, qui a soutenu Donald Trump depuis 2016, qui le soutient évidemment encore. Et bien Peter Thiel avait suivi les cours de René Girard sur le désir mimétique et a affirmé que c'était pour cette raison en partie, bien sûr, qu'il avait investi dans Facebook. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais j'avais lu un jour que sur Spotify, 1% des contenus qui étaient... 1% des contenus écoutés étaient écoutés par 92% des personnes qui étaient abonnées à la plateforme. Donc en fait, il y a un mécanisme de recommandation algorithmique comme ça qui va toujours orienter les individus vers les mêmes contenus et produire, sous couvert de personnalisation, des mécanismes d'uniformisation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque exactement les mêmes logiques avec l'intelligence artificielle générative aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle générative, comment fonctionne-t-elle ? Elle fonctionne sur la base de calculs probabilistes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un logiciel d'autocomplétion, si vous voulez. Quand vous faites une recherche, par exemple, sur un moteur de recherche sur Google, vous allez commencer une phrase,
et puis le moteur de recherche va vous suggérer la suite de votre phrase. Alors, comment cela est-il possible ? Tout simplement parce que le logiciel d'autocomplétion fait des calculs sur toutes les données qu'il a, et en fonction de ce qui est le plus probable, eh bien, il le suggère. C'est-à-dire que si on vous suggère cette expression, c'est parce que la plupart des gens qui ont commencé par taper les mêmes lettres que vous ont fini leur phrase comme ça. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est toujours ce qui est le plus probable, en fait. C'est toujours la moyenne, en fait. C'est toujours la majorité, d'une certaine manière. Et dans le cas des intelligences artificielles génératives, c'est exactement le même mécanisme. C'est-à-dire que ce sont des calculs probabilistes et non pas sur des mots, mais sur des petites séquences de signes qu'on appelle des tokens. Et ce que l'on vous suggère, eh bien, c'est toujours ce qui est le plus probable, ce qui a été le plus souvent exprimé dans les grands jeux de données dont disposent ces modèles-là. Et donc, on a une sorte d'uniformisation, en fait, des expressions et du langage qui se produit, ou de standardisation, si vous voulez, et une élimination de toutes les expressions qui sont improbables, originales, rares. Parce que si quelque chose a été exprimé une seule fois, quand on prend l'immense quantité de données sur lesquelles le modèle de langage est entraîné, eh bien, ça ne compte pas, en fait. Pour les calculs probabilistes, les exceptions ne comptent pas, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, il y a des mécanismes, en fait, d'uniformisation qui, à mon avis, sont très dangereux, à la fois, disons, du point de vue individuel, mais aussi au niveau collectif, en termes de devenir de la culture collective, parce qu'on homogénéise en fait nos milieux symboliques numériques, tout simplement, à travers ce type d'outils. C'est important d'avoir en tête que cette économie de l'attention et que cette logique d'uniformisation ou de standardisation culturelle, elle n'a évidemment pas attendu les réseaux numériques pour se développer. En fait, c'est déjà ce qui se développe avec le cinéma à travers les industries culturelles qui ont été décrites notamment par Adorno et Horkheimer, et puis aussi à travers la télévision, et qui fonctionne pour les chaînes privées en tout cas, mais c'est désormais le cas aussi pour les chaînes publiques, sur ce principe de l'audience et de la publicité. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. Et alors moi, j'ai pas vraiment travaillé sur ce sujet spécifiquement, mais il se trouve que le cinéma, par exemple, a joué un rôle certain dans, on va dire, la diffusion du comportement de fumeurs pour alimenter en fait l'industrie du tabac. C'est-à-dire que quand les individus voient des vedettes fumées, évidemment il y a un mécanisme d'identification, d'idéalisation, etc., qui fait qu'on va avoir envie d'adopter le comportement qui nous est montré sur l'écran de cinéma, et donc on va se mettre à consommer par exemple des cigarettes. Alors avec la télévision, c'est un petit peu différent, mais vous connaissez très bien en l'occurrence la fameuse, il faut la mentionner quand même, la fameuse phrase de Patrick Lelay au sujet du temps de cerveau disponible. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit. Or pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais l'idée est toujours la même. L'idée est de dire que finalement, on va capter le temps d'attention des individus et leur projeter toutes sortes de contenus, peu importe le contenu à la limite. L'enjeu, c'est simplement que leur cerveau soit prêt à recevoir la publicité et ensuite à adopter un certain comportement en fonction de la publicité qu'ils ont vue, évidemment. Effectivement, pour moi, il y a deux grands risques, si je devais résumer, qui sont liés à la fois aux mécanismes de recommandation algorithmique actuels, disons, et à l'intelligence artificielle générative actuelle, parce qu'encore une fois, et on va y revenir par la suite, mais on pourrait faire autre chose avec ces technologies, donc c'est un propos qui vaut pour les dispositifs dominants aujourd'hui et qui ne vaut pas du tout universellement. Mais aujourd'hui, les deux grands risques que je vois, c'est d'une part une forme de prolétarisation des savoirs pensés, des savoirs créés, des savoirs inventés, des savoirs décidés, et d'autre part, un risque effectivement d'uniformisation culturelle, on pourrait dire, ou de perte de diversité symbolique. Bon. Pour ce qui est de la prolétarisation, en fait, ce terme me semble important, c'est-à-dire que on nous présente toujours ces technologies comme
des technologies qui vont nous permettre de faire mieux et plus vite et plus efficacement. Mais il faut bien voir qu'à chaque fois qu'on les utilise, on leur délègue aussi un certain nombre de capacités. Et par exemple, dans le cas des intelligences artificielles génératives, eh bien, on leur délègue nos capacités à nous exprimer. Or, s'exprimer, c'est une capacité qui nous oblige à mobiliser un certain nombre de facultés psychiques. Par exemple, la mémoire, il faut se souvenir de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a lu, etc. Mais aussi l'imagination, parce qu'il faut imaginer ses interlocuteurs. Et puis, toutes sortes d'autres capacités. Et le problème, c'est que ces dispositifs-là, qui sont fondés, encore une fois, sur des calculs de probabilité et qui renforcent automatiquement les moyennes, vont avoir des effets de standardisation. Et vont nous empêcher, d'une certaine manière, d'exercer ces facultés singulières qui sont les nôtres. Et puis, ces effets de standardisation ont aussi pour conséquence d'éliminer, voilà, on va dire, les contenus, les expressions originales, improbables, qui produisent des écarts par rapport à la norme ou par rapport aux majorités. Or, ces expressions improbables, originales, ce sont souvent à partir d'elles que la culture se renouvelle. Quand on regarde l'histoire des différents champs culturels, que ce soit les sciences, les arts, la philosophie, je ne sais quoi, la musique, la peinture, peu importe, la politique, le sport aussi, en fait, quand le champ culturel se renouvelle, c'est qu'une nouveauté a émergé qui ne correspondait pas justement à la moyenne, qui était différente de ce qu'on avait vu auparavant, qui introduisait une rupture par rapport à l'opinion commune, à l'opinion majoritaire. Et donc, le fait d'éliminer toutes ces singularités-là, eh bien, c'est une manière d'éliminer la possibilité même du renouvellement de la culture. Et c'est pour ça que ce terme de singularité technologique qu'on entend très souvent est, à mon avis, vraiment un terme idéologique qui veut dire le contraire de ce qu'il fait. C'est-à-dire que la singularité technologique, en fait, c'est l'élimination des singularités idiomatiques, des singularités culturelles, et ça crée énormément de souffrance sociale en plus. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais le fait d'éliminer les savoirs singuliers, ça crée une forme de désorientation et de désespoir, etc. Donc je pense que c'est extrêmement dangereux, ces deux logiques-là. La question, c'est pas d'avoir des bons contenus ou des mauvais contenus, des contenus vrais ou des contenus faux, ou des contenus humains ou des contenus machiniques. La question, c'est de savoir qui sélectionne les contenus qui sont visibles. C'est ça la véritable question. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a de gros risques aussi en termes de désinformation. Voilà. Dans le livre Le Capital que je ne suis pas, il a mentionné effectivement cet exemple selon lequel Galilée, qui a produit une théorie tout à fait nouvelle par rapport à la théorie précédente, en fait, aujourd'hui, sa théorie serait peut-être noyée en fait, dans des masses de données et ne pourrait jamais, si l'on s'en tient aux algorithmes de recommandation qui recommandent toujours les contenus qui ont été les plus vus et qui ont été majoritairement regardés, en fait, sa théorie nouvelle et subversive n'aurait peut-être jamais été sélectionnée et ne serait jamais apparue dans le grand public et n'aurait jamais pu voir le jour. Et en fait, ce qu'on voulait dire par là, c'est tout simplement, c'est cette même idée qui consiste à dire que il faut faire attention aux singularités, il faut faire attention aux théories subversives, originales, qui vont au-delà des idées communément reçues, parce que c'est de là que viennent parfois les grandes bifurcations, y compris dans les sciences. Donc même dans les mathématiques, même en informatique, etc. Les technologies que nous connaissons aujourd'hui n'auraient peut-être même pas pu voir le jour si nous avions fonctionné avec ces technologies depuis toujours, en fait. Parce que les inventions qui ont permis de les mettre en œuvre n'auraient jamais émergé dans un paysage complètement uniforme et standardisé, quoi. Il y a un effet donc sur ces réseaux sociaux commerciaux, il y a un effet qui a été souvent souligné, qui est l'effet de chambre d'écho ou de bulle de filtre, c'est-à-dire le fait que les individus vont se retrouver enfermés dans des sortes de bulles informationnelles dans lesquelles on leur recommande toujours des contenus qu'ils sont habitués à voir. C'est ça le fonctionnement mimétique avec lesquels ils sont en accord. Donc en fait, ils sont rarement provoqués dans leurs opinions et dans leur manière de penser. Bon, je pense qu'effectivement, c'est un problème, mais je pense que ce n'est pas le plus grave. Parce que
ce qui est le plus grave, c'est qu'en fait, ces réseaux sociaux commerciaux nous ont donné une apparence d'horizontalité. C'est-à-dire que nous avons cru, à juste titre, dans une certaine mesure, que puisque tout le monde pouvait s'exprimer finalement et publier du contenu, eh bien nous étions tous mis à égalité dans l'exercice de nos libertés d'expression et de pensée. Contrairement, par exemple, à la télévision, où là, vous avez un certain nombre de personnes qui vont décider du programme télévisuel, etc. Bon. Mais le problème, c'est que quand bien même nous pourrions tous publier tout ce que nous voulons, en fait, ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est vu ou de ce qui est maintenu invisible. Ça, ce sont les entreprises qui conçoivent les algorithmes de recommandation qui en décident. C'est-à-dire que du point de vue de l'expression de tout un chacun, on pourrait dire que ces réseaux sociaux sont horizontaux, mais du point de vue de la sélection des contenus, en fait, ils sont extrêmement verticaux, puisqu'il n'y a qu'une seule personne ou qu'une seule entité qui va décider des contenus qui seront recommandés ou non. Et donc, évidemment, ça crée des mécanismes d'influence complètement aberrants. Et par exemple, c'est ce qu'on a vu pendant la campagne notamment électorale américaine en 2024, donc, où Elon Musk, qui est donc devenu depuis 2022 le propriétaire du réseau X, qui s'appelait auparavant Twitter, avait renforcé l'influence de certains contenus qui valorisaient, disons, le candidat Donald Trump. Parce qu'il est le propriétaire du réseau social. Bon. Mais quand bien même Musk n'aurait pas fait ça, je veux dire qu'il y a un gros problème dans le fait qu'il n'y ait pas de transparence sur les algorithmes de recommandation et surtout que ceux qui décident de ces algorithmes de recommandation, que ce pouvoir de décision et de sélection entre les contenus soit centralisé entre les mains de quelques-uns qui n'ont pas du tout été élus démocratiquement, évidemment, et alors même qu'en plus, eux ne reconnaissent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leur pouvoir d'influence, en fait. Ils prétendent être seulement des infrastructures neutres. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste un peu là-dessus, parce que dans le cadre du Conseil national du numérique, avec de nombreuses autres associations et partenaires divers et variés, nous avons publié récemment, il y a quelques mois, une tribune qui s'intitule « Pour un pluralisme algorithmique » et qui insiste vraiment sur la nécessité de faire droit à cette pluralité des algorithmes de recommandation et à empêcher les réseaux sociaux d'avoir un pouvoir hégémonique sur cette fonction de recommandation. Par exemple, il est tout à fait envisageable que sur des réseaux sociaux comme X, comme Facebook, comme TikTok, vous puissiez choisir votre algorithme de recommandation ou bien paramétrer votre algorithme de recommandation et que ce ne soit pas nécessairement Facebook ou TikTok ou X qui vous recommande les contenus. D'accord ? Ça, c'est fondamental de le mettre en place. Ça peut passer notamment par une mesure qui s'appelle le dégroupage des réseaux sociaux, mais ça peut passer par d'autres chemins. En tout cas, c'est très important. Et je voulais dire aussi encore une chose à ce sujet que j'ai oublié, donc c'est pas grave, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. J'aimerais bien travailler plus sur ce sujet par la suite. Le sujet étant donc l'articulation entre effectivement des gouvernements autoritaires et cette accélération technologique ou ce capitalisme numérique. Parce qu'en fait, l'alliance entre Trump et Musk, c'est ce qu'elle représente, mais c'est un mouvement beaucoup plus profond en réalité, évidemment. Donc il y a un premier niveau, effectivement, de réflexion qui est celui qui vient d'être mentionné, c'est-à-dire le fait que quand on élimine les singularités locales, donc les savoirs locaux, et quand on renforce en permanence les moyennes, on déclenche on pourrait dire une souffrance de singularité. C'est-à-dire que les individus vont avoir, et les groupes, c'est pas que les individus, je veux dire, les cultures vont sentir ce mouvement d'homogénéisation, de globalisation, d'élimination des différences locales qui font la richesse, en fait, des sociétés humaines et des cultures humaines. Et en réaction, vont voir le jour des replis identitaires, des revendications territoriales, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on peut interpréter dans une certaine mesure un certain nombre de symptômes, en fait, que sont par exemple les revendications identitaires ou on va dire des replis sur soi, des réactions de fermeture, etc., comme
une réaction à ces effets de la globalisation économique et de l'uniformisation technologique. Alors on a développé un petit peu ça dans la conclusion de notre livre coécrit avec Gaël Giraud. C'est quelque chose qu'il faut creuser encore, à mon avis, cette question. Mais par contre, il est clair que aujourd'hui, on assiste à une alliance entre, effectivement, on pourrait dire ce mouvement libertarien et transhumaniste qui est celui qui est l'idéologie dominante, disons, dans la Silicon Valley d'une part, et puis d'autre part, l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire un retour d'un gouvernement autoritaire, ultralibéral, qui est évidemment aussi raciste, sexiste, etc. Donc, et en fait, cette alliance-là, là encore, bon, il y a évidemment des effets d'opportunisme, je pense, c'est-à-dire que l'ultralibéralisme arrange les grandes entreprises privées qui souhaitent lutter contre toute forme de régulation de leur pouvoir par la puissance publique. Hein. Donc c'était très clair dans un des discours du vice-président américain, la position américaine étant de refuser toute forme de régulation des géants du numérique. Mais il y a quelque chose de plus profond, à mon avis, parce que, voilà, disons que cette idéologie libertarienne et transhumaniste, en fait, elle consiste fondamentalement à refuser toute forme de puissance publique, donc à refuser le droit, à remplacer tout cela par en fait le pouvoir des entreprises privées, de certaines entreprises privées monopolistiques ou quasi monopolistiques. Et puis le transhumanisme, c'est tout simplement l'idée qu'on va transformer l'humain, arriver à une forme d'homme nouveau, de transhumain ou je ne sais quoi, mais fondamentalement, c'est toujours la même idée, c'est qu'on va éliminer toutes les imperfections, on va éliminer tous les défauts, on va éliminer la diversité, en fait. Et donc, évidemment, il n'y a pas vraiment de surprise à voir qu'un gouvernement ultra-libéral comme celui de Trump, qui cherche à transformer toutes les relations, disons, diplomatiques ou les relations juridiques en des espèces de transactions marchandes, d'une part, et puis par ailleurs, qui lui aussi a des politiques extrêmement hostiles à l'égard de toute forme de diversité, d'inclusion, à l'égard des immigrants, à l'égard des personnes transgenres, etc. En fait, évidemment, il y a un lien entre ces idéologies, un lien très profond en réalité. Donc c'est pas seulement une affaire d'opportunisme, si je puis dire. À mon avis, il y a effectivement des liens idéologiques très 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 clairs. Il y a un besoin aussi d'invention et de développement de réseaux sociaux alternatifs. C'est de ça dont je voulais parler tout à l'heure, qui m'était sorti de l'esprit, et de technologies alternatives. C'est-à-dire des technologies qui ne fonctionnent pas selon les mêmes modèles économiques, qui ne fonctionnent pas selon les mêmes fonctionnalités technologiques et qui ne fonctionnent pas selon les mêmes idéologies politiques. Et là, je crois qu'il y a vraiment un besoin d'invention, en fait, de ce point de vue-là, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que l'intelligence artificielle, les algorithmes, ce sont nécessairement les réseaux sociaux commerciaux et les IA génératives. En fait, c'est pas du tout le cas, évidemment. Ce sont les technologies dominantes aujourd'hui, les dispositifs dominants aujourd'hui, mais précisément, il faut inventer des contre-dispositifs pour s'émanciper à l'égard de ces dispositifs-là. Moi, je pense que c'est ça qui est essentiel, parce qu'ils n'ont le pouvoir, ils n'ont que le pouvoir que nous leur laissons. Et donc là, dans le livre que nous avons coécrit avec Gaël Giraud, encore une fois, nous insistons beaucoup sur la nécessité de penser et de développer des technologies qu'on appelle herméneutiques et contributives, qui sont des technologies au sein desquelles, disons, les individus et les groupes peuvent exercer leur capacité de penser, leur capacité de s'exprimer, leur capacité de délibérer collectivement. Ça, c'est très important. Donc, on connaît tous la plateforme Wikipédia qui pose un certain nombre de problèmes. Par ailleurs, on y revient un petit peu aussi dans le livre, mais qui est très intéressante pour cela, parce qu'elle permet, contrairement à un dispositif comme ChatGPT, par exemple, elle permet à chacun de s'exprimer, de devenir contributeur sur tel ou tel sujet et de délibérer collectivement ensuite pour certifier, disons, une forme de savoir collectif. Bon, donc on a un dispositif numérique qui ne vient pas automatiser des comportements individuels, mais qui constitue un support de savoir collectif. Ça, c'est très important.
Et nous citons aussi d'autres exemples dans le livre, par exemple la plateforme Police, donc Police qui s'écrit comme la cité, sur laquelle certains groupes sont actuellement en train de mener une expérimentation concernant justement l'avenir de l'IA. Police, c'est tout simplement une plateforme qui permet à chacun de délibérer sur un sujet. Donc les différents utilisateurs peuvent faire des propositions il y a une grande question politique qui est partagée sur la plateforme, chacun peut faire des propositions, les différentes personnes peuvent ensuite voter sur les propositions, puis sont réparties en différents groupes antagonistes, et l'idée c'est de faire émerger des propositions qui font consensus, par exemple. Bon, ça peut être opportun dans certains cas, dans d'autres cas, c'est pas forcément opportun. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur des plateformes comme ça, eh bien, on a des processus de délibération collective qui voient le jour, et parfois des groupes de personnes qui ne se parlaient jamais auparavant, qui ne se rencontrent pas parce que justement elles sont enfermées dans les fameuses chambres d'écho ou dans les fameuses bulles informationnelles. Et bien là, on vient à débattre ensemble, en fait. Une dernière innovation que moi je trouve vraiment très intéressante, c'est la plateforme de recommandation collaborative de l'association Tournesol, qui permet en fait à des individus de voter sur des contenus vidéo par exemple, pour savoir quels sont les contenus qui devraient être recommandés par un algorithme en fonction de leur utilité publique. Et donc là, on a, grâce à un dispositif comme ça, on a un bouleversement potentiel de toute la logique de la recommandation algorithmique. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des algorithmes de recommandation qui se basent non pas sur le nombre de vues ou sur des logiques mimétiques, mais qui se basent sur des jugements humains, des jugements par les pairs, en fait. Et on pourrait vous recommander une vidéo qui peut-être a eu 3 vues, mais qui a été jugée très intéressante sur un sujet dont on ne parle jamais ailleurs, etc., etc. Vous voyez ? Donc, il y a des dispositifs technologiques comme ça qui évidemment sont basés sur des algorithmes, qui sont basés sur de l'IA, mais qui intègrent en fait dans leur fonctionnement même la délibération, les jugements, l'expression, l'interprétation humaine en fait, les interprétations humaines, et qui deviennent dès lors très intéressants. Donc voilà, pour reprendre une idée du philosophe Gilbert Simondon, l'automatisation n'est pas l'idéal du progrès technologique. C'est le progrès, entre guillemets, technologique, si on peut encore employer ce terme, c'est certainement pas l'automatisation des comportements. C'est plutôt le partage des savoirs collectifs, justement.